Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Bonjour. La lueur d'espoir née de l'ouverture du dialogue intertogolais se dissipe peu à peu après des rondes de discussions qui ont eu le même sort, c'est-à-dire la suspension des travaux après de dures négociations sous l'égide du président ghanéen William Nana Akufo-Addo. L'horizon est en train de s'assombrir. Aucune porte de sortie de crise malgré les discussions bilatérales, aussi bien à Lomé qu'à Accra. Nous posons ce mercredi le sujet en recevant Nathaniel Olympio, le président du parti des Togolais, parti de l'opposition, parti membre de la coalition de l'opposition, le C14. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de partager le studio. Voilà, pour décrypter donc ensemble l'actualité socio-politique. Monsieur le Président des Togolais, M. Nathaniel Olympio, aujourd'hui, comment se porte votre parti, le Parti des Togolais? Est-ce que ce parti est en bonne santé? Vous avez dit président des Togolais et président du Parti des Togolais. Du Parti des Togolais, voilà. Oui, le Parti des Togolais est très actif dans la lutte qui est engagée. Et cette crise ne laisse personne indifférent au Togo. Et le Parti des Togolais prend une part qui est la sienne, est très déterminée, très engagée, très lucide également dans ce combat. Et c'est cet engagement dans ce combat qui vous a amené à vous coaliser avec les autres partis de l'opposition? Je pense que l'opposition togolaise a tiré beaucoup d'enseignements de son expérience passée. Et nos incompréhensions ont été pour nous des facteurs de turbulence. Et nous avons compris, nous avons fait une rétrospective. Et chacun a intériorisé un peu ces différences. Et nous avons décidé de mutualiser nos ressources pour déterminer une seule et unique revendication que nous portons tous ensemble aujourd'hui et qui scelle qui constitue la fondation de la coalition. C'est pour cela que cette coalition, contrairement à ce que nous avons pu expérimenter dans le passé, cette coalition, elle est solide et elle fait face à ce régime. Depuis le 19 août 2017, le paysage politique togolais a profondément changé avec bien sûr les manifestations de rue. On en a enregistré une vingtaine. Est-ce que vous vous êtes dit que voilà, ça y est, ça bouge, il faut qu'on bouge d'un point A à un point B au niveau de la situation politique togolaise? C'est vrai que cette dernière crise ouverte a montré aux Togolais que nous avons la capacité, le peuple togolais a la capacité d'obtenir ce qu'il recherche. Et le peuple togolais a également compris que c'est dans cette action unitaire et c'est avec cette détermination que nous sommes capables, et comme vous le dites, d'aller d'un point à un autre. Le point auquel les Togolais veulent aller, il est très simple. C'est d'avoir l'alternance au sommet de l'État, c'est changer de régime. Celui que nous avons aujourd'hui, les Togolais l'expérimentent depuis plus de 50 ans. Les Togolais veulent que ça change. Les Togolais veulent que ça change maintenant. C'est pour cela que vous observez cette détermination face à l'adversité, face à la violence, face aux intimidations, face aux arrestations, face aux tueries. Le peuple togolais est et reste debout face à tout cela. Cette crise politique, on va le dire, n'est pas sans conséquences sur les activités
socio-économique. Mais après plus de 6 mois donc, de cette crise, donc marquée par les manifestations de rue, alors le pouvoir et vous, l'opposition, eh bien, vous êtes décidé de vous réunir autour d'une table de discussion. Ça a été tout au long votre credo, le credo de l'opposition, à savoir aller au dialogue pour trouver des solutions à la crise politique. Alors ces travaux ont débuté par une rencontre préparatoire sous la médiation ghanéenne et guinéenne le 15 février. Le 19 février, les travaux ont effectivement proprement démarré. Le début de cette discussion, ce dialogue inter-togolais a été un ouf de soulagement pour tous les Togolais, car tout le monde se disait, voilà, enfin, on va pouvoir donc discuter des choses sérieuses qui sont à l'origine de cette crise. Est-ce que vous, au niveau de l'opposition, vous avez eu foi que ce dialogue pourrait nous sortir de cette crise-là? Si vous permettez, je voudrais d'abord rectifier une petite chose que vous avez dite. Ce n'est pas les manifestations qui ont un impact socio-économique. Ce qui a un impact négatif sur la vie des Togolais, c'est la mauvaise gouvernance. Je voudrais que les Togolais le sachent. Mais il y a aussi une conséquence des manifestations. C'est le fruit de la mauvaise gouvernance. Les manifestations de rue ne sont qu'une réaction à une situation donnée. Donc, il faut aller chercher la cause ailleurs que dans la conséquence. Donc, oui, vous avez évoqué le dialogue qui a été initié par le régime. Il faut le rappeler aux Togolais. C'est le régime qui a initié ce dialogue. Et la coalition de l'opposition a reçu de l'extérieur la suggestion de cette rencontre avec le régime pour discuter de nos revendications. Les revendications des Togolais, nous l'avons porté dans une plateforme et c'est connu de tous. Donc, logiquement, la coalition a accepté de discuter de ces points de revendication. Il était difficile de ne pas souscrire à cette demande-là. Mais je vais rappeler également que, pour ce qui me concerne, j'ai toujours considéré qu'un régime dictatorial qui, sous la pression de la rue, demande un dialogue, je ne suis pas certain que la volonté de ce régime est d'accorder à ce peuple ce qu'il attend à travers ce dialogue. J'ai toujours exprimé mon profond scepticisme quant à la volonté du régime de trouver une solution pacifique et de donner aux Togolais ce que les Togolais attendent, c'est-à-dire la fin de ce régime. Donc, nous sommes en train de voir... Est-ce que cette initiative n'est pas aussi gage de bonne foi de la part du régime à trouver les solutions à la crise? Les gages de bonne foi, ce ne sont pas justement les diversions qui font la bonne foi. Ce n'est pas quand on utilise un instrument aussi important, aussi crucial qu'un dialogue, quand on utilise cet instrument-là, plutôt que de chercher une solution véritable, eh bien, on l'utilise comme moyen de diversion, moyen de démobilisation des Togolais, moyen pour casser la dynamique des manifestations. Et nous observons tout cela jusqu'à aujourd'hui, puisque n'oubliez pas que ce dialogue avait été prévu pour une dizaine de jours. Il a ouvert le 19 février. Aujourd'hui, nous sommes le 4 avril. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes véritablement en train d'observer les motivations du régime quant à l'initiative de ce dialogue. C'est-à-dire faire en sorte que les Togolais puissent baisser la pression de la rue, puisque le facilitateur nous a fortement suggéré de surseoir momentanément aux manifestations de rue pour donner une chance à ce dialogue-là. Nous y avons souscrit, entraînant les pieds, il faut le dire. Mais quand, au bout de tout ce temps passé, ça va faire quoi? 2 mois maintenant. Après cela,
tout le monde constate que, d'une part, nous n'avons rien obtenu de significatif de la part du régime en ce qui concerne nos revendications. Même les mesures d'apaisement dont on a parlé, qui sont rien d'autre que des requêtes et des demandes légitimes de la part des Togolais. La libération des personnes qui ont été injustement arrêtées, la levée de l'état de siège imposé à 3 villes de notre pays, donc des choses qui sont frappées par le bon sens. Mais aujourd'hui, à quoi est-ce que nous assistons? Primo, les mesures d'apaisement n'ont jamais été mises en œuvre dans leur intégralité. Bien au contraire, on continue d'arrêter des gens, on continue d'intimider les gens et impunément, on continue à piétiner le droit des Togolais. Je pense que tout cela montre à suffisance que ce régime n'a rien à faire avec ce dialogue, ne respecte pas sa parole, et a promis des choses, ne tient jamais ses engagements. Et quand c'est comme ça, ce sont des gens en qui on ne peut placer aucune once de confiance. Moi, je n'ai pas confiance en ce régime-là. Je n'ai pas confiance aux promesses qu'ils font. Je n'ai pas confiance à leurs engagements qu'ils prennent. Parce que, eh bien, si ils avaient la capacité de respecter leurs engagements, ça aurait commencé par l'APG, ça aurait commencé par les mesures d'apaisement, ça aurait commencé par tant d'autres choses qu'ils ont promises et dont ils n'ont jamais tenu la promesse. Alors, je rappelle que déjà à l'ouverture donc, de ce dialogue, le 19 février, comme vous le dites si bien vous nous le rappeliez, on a senti en même temps une certaine crispation parce que selon même le règlement intérieur adopté par toutes les protagonistes, eh bien, le dialogue compte 14 participants en raison de cette partie. Même les points clés à discuter à l'heure du jour, il a fallu véritablement trouver un compromis pour inscrire les points clés à discuter à l'heure du jour, notamment les mesures d'apaisement et de confiance, le cadre du dialogue et d'autres sujets donc, liés au retour à la Constitution de 1992, la transition, les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Faisant partie de cette coalition de l'opposition, comment peut-on comprendre que déjà les mesures d'apaisement prônées par, réclamées par l'opposition, eh bien ces mesures d'apaisement n'ont pas été totalement satisfaites parce que vous cristallisez un peu les revendications d'abord autour des préalables et ces préalables qui sont entre autres les mesures d'apaisement. On a vu qu'il y a certains manifestants qui ont été arrêtés mais qui ont été libérés, mais il y a d'autres qui n'ont pas été libérés, notamment les membres, par exemple les membres du mouvement Nuboké, par exemple, et d'autres. Comment on peut comprendre cette situation, les mesures d'apaisement qui cristallisent les revendications de l'opposition pour débuter les choses essentielles, mais apparemment il y a eu des difficultés pour en venir à statuer sur ces mesures d'apaisement-là. Mais il y a surtout la mauvaise foi du régime. Il y a surtout la volonté du régime de garder certains de nos concitoyens comme des otages politiques et de les monnayer quand cela les arrange. Je pense que toute cette situation qui est méprisante pour les Togolais montre à suffisance que le régime ne veut pas véritablement œuvrer pour que le dialogue qu'il a lui-même initié puisse conduire à une solution solide, durable et qui apaise le peuple togolais et qui mette le peuple togolais sur les rails de la liberté, sur les rails de la démocratie. Cette volonté, nous ne la percevons pas de la part du régime. Et bien au contraire, nous voyons le régime poser des actes qui sont de nature à nous éloigner de ce dialogue, à nous éloigner de la capacité de trouver une solution pacifique. On a parfois l'impression que ce régime veut conduire l'ensemble de la population togolaise dans une situation d'un conflit beaucoup plus ouvert que ce que nous avons aujourd'hui. On a comme l'impression qu'ils cherchent les moyens pour mettre en œuvre davantage leur violence, comme cela a été manifesté le 18 octobre 2017. On a comme l'impression que ce régime qui n'arrête pas de taxer l'opposition de djihadistes, qui n'arrête pas de taxer l'opposition de terroristes, on a comme l'impression que ces incantations, eh bien, cachent mal leur volonté de voir
un environnement de violence s'installer au Togo pour justifier justement leur emploi de la force excessive sur les populations togolaises. C'est là que les Togolais doivent réfléchir et se poser la question de savoir est-ce que ce régime veut véritablement octroyer ce que les Togolais attendent dans ce dialogue qui a été initié. Moi, je ne le crois pas. Pourquoi est-ce que je n'y crois pas? Je n'y crois pas parce que j'estime que le seul instrument du dialogue ne semble pas suffisant. Il faut y ajouter d'autres ingrédients pour que la mayonnaise prenne. Et de mon point de vue, ce qui manque encore, c'est une pression qui vienne accompagner ce dialogue-là. Il faut que cette pression émane d'abord du peuple togolais. Et bien entendu, il faut également que cette pression vienne de l'extérieur pour que ce régime comprenne que, pris en étau, aussi bien en interne qu'à l'extérieur du pays, il puisse comprendre que la suggestion qui a été faite de trouver une solution pacifique est la meilleure solution qui puisse leur convenir. Tant que nous n'aurons pas les autres ingrédients, le seul instrument du dialogue montre aujourd'hui toutes ses limites. Alors, pour parler de pression, je vais vous prendre le mot, parler de pression, ça veut dire qu'on aura vidé tout ce dialogue de son sens-là, parce qu'il y a des points qui sont inscrits à l'ordre du jour de ce dialogue. Je crois qu'on n'a pas tout épuisé. C'est vrai, il y a certaines mesures, certes d'apaisement, dont l'opposition estime que toutes ces mesures d'apaisement n'ont pas été totalement garanties. Notamment, il y a certains qui sont toujours dans les prisons qui n'ont pas été libérés. Alors, vous avez décidé donc d'aller quand même au fond de la chose, des débats, en parlant d'abord du cadre de ce dialogue-là et en parlant de la Constitution de 92. Alors, ça veut dire que l'opposition, en ce moment, si vous avez dit, il ne faut pas vous arrêter tout au préliminaire, il faut quand même engager les discussions pour trouver une solution à la situation. Mais comment comprendre que lorsque vous avez commencé les discussions au cours de ce dialogue, les positions sont un peu tranchées, on va dire, et du côté de vous, de l'opposition, et du côté du pouvoir, vous n'arriviez pas véritablement à vous entendre. Le seul point qu'on a eu, c'est le facilitateur, le président ghanéen, qui est quand même arrivé à arracher quand même la suspension des processus électoraux. Et là, également, ça veut dire que le pouvoir est prêt quand même à faire des avancées dans ce sens-là. Qu'est-ce qui arrive qu'il y a ce blocage-là? Je crois qu'il faut comprendre la psychologie de ce régime. N'oubliez pas qu'au démarrage de ce dialogue, l'engagement était pris que toutes les démarches électorales unilatéralement engagées devaient être suspendues. Vous vous en souvenez? C'était ça, le principe qui a guidé ce dialogue à ses débuts. Mais ce régime a, encore une fois, ravalé sa parole. Le régime a continué l'organisation des élections, de leur référendum. Tout cela, malgré les engagements qui ont été pris au début de ce dialogue. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de considération, même pour le facilitateur qui vient nous aider, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Ça veut dire que l'engagement qui a été pris au départ, ils l'ont piétiné sciemment, volontairement. C'est-à-dire pour eux que peu importe ce qui va se passer au dialogue, eux, ils sont dans leur engagement, ils sont dans leur processus électoral et ils s'en tiennent à ça. Donc vous comprendrez que quand c'est avec cet état d'esprit-là que les gens viennent à un dialogue, il est extrêmement difficile de pouvoir trouver une solution commune. C'est pour ça que la coalition a porté cette situation à l'attention du facilitateur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également des événements qui continuent de se dérouler. Les villes de Sokodé, Bafilo et Mango sont toujours dans une situation inacceptable. D'ailleurs, je peux même évoquer dans ce studio qu'une mission envoyée par le président ghanéen a démontré que la présence des militaires de manière massive dans les villes, à Sokodé particulièrement, eh bien, cette présence-là était source de tension avec les populations.
Pourquoi est-ce que le régime crée artificiellement cette tension entre les populations et les forces de défense? Quel est le but? Quel est l'objectif? À quel fait est-ce qu'on traumatise ainsi les populations civiles? Donc, je pense que nous devons tous comprendre la psychologie de violence physique et de violence psychologique que ce régime met en œuvre pour affaiblir, je dirais, les populations, pour démotiver les populations, pour effrayer et traumatiser les populations. Et quelles sont les finalités de ce type d'actes posés par le régime? Si ce n'est, trouver les voies et moyens pour casser une dynamique populaire qui est en marche. Mais il se trompe. Il se trompe parce que aujourd'hui, le peuple togolais est prêt à payer le prix de la liberté. Le peuple togolais est prêt à payer le prix de la démocratie. C'est pour ça que nous voyons des gens qui, blessés lors des manifestations, qui par balles, qui par d'autres moyens, une fois sortis de l'hôpital, ils sont encore dans les rues. Parce qu'ils sont prêts à payer le prix qu'il faut. Ils n'ont plus peur de cette violence qui a été exercée pendant des décennies. La génération change. Les jeunes n'ont plus le même état d'esprit. Il y a maintenant une compréhension de la manipulation de ce régime. Manipulation ethnique, manipulation d'une composante de la société contre une autre composante de la société. Toutes ces méthodes rétrogrades ont atteint leurs limites. C'est pour ça qu'il est difficile aujourd'hui pour le régime de penser qu'en manœuvrant, en faisant du dilatoire, ils vont sortir de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais c'est une erreur fondamentale, c'est une faute politique de leur part. Et il est temps qu'ils prennent conscience. Alors, est-ce que c'est ce qui se passe à Sokodé, à Bafilo, est-ce que ça a un incident direct sur le contenu donc, des négociations là-bas à 2 février, là du dialogue intertogolais? Pourquoi est-ce que il y a une rigidité au niveau des positions? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Mais ce que vous devez commencer par comprendre, la première chose que vous devez comprendre, c'est que la coalition a fait preuve de bonne volonté. Pourquoi je dis cela? Simplement parce que l'arme que nous avons entre les mains, que nous met à disposition la Constitution, qui est la manifestation publique pacifique, nous avons délibérément accepté de surseoir à ces manifestations. Mais c'est un effort considérable qu'il faut savoir apprécier à sa juste valeur. C'est pour donner une chance. Eh bien justement, vous avez aussi foi que ce dialogue, en arrêtant les manifestations de rue, que ce dialogue allait trouver une solution à la crise. Nous avons décidé de surseoir aux manifestations à la demande insistante du facilitateur pour donner une chance. Nous l'avons fait. Nous avons supporté cela contre l'avis des populations togolaises. Et nous en avions conscience. Les populations togolaises n'étaient pas d'accord, même pas pour ce dialogue, parce qu'il y en a tellement eu et qui n'ont rien produit que les populations togolaises n'y croyaient pas. Mais la coalition a néanmoins décidé de prendre ce risque-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, les populations se rendent compte qu'elles avaient raison d'être méfiantes. Ces populations sont aujourd'hui désabusées parce qu'elles voient que le dialogue n'est pas en train de produire les résultats qu'on pouvait attendre. Et justement, pourquoi est-ce que ce dialogue ne produit pas les résultats? Mais simplement parce que le régime n'a pas encore intégré le principe de la rotation du pouvoir, c'est-à-dire n'a pas encore intégré le principe de devoir un jour quitter le pouvoir. Tout est là, tout est là. Question, c'est le fondement de toute cette crise que nous sommes en train de vivre. Alors, on voit bien que les positions sont... les partis sont campés sur la candidature de Faure Gnassingbé à l'élection présidentielle de 2020. Est-ce que c'est ça le problème au niveau de l'opposition? C'est une méprise que de penser que c'est ça le point de crispation. Pourquoi? Vous parliez de 2 partis. Il y a d'un côté un régime qui confisque le pouvoir depuis plus de 50 ans. Et il y a de l'autre côté le peuple togolais. Ce ne sont pas 2 partis comme ça, non. Il y a d'un côté un régime et il y a de l'autre côté le peuple togolais. Ces 2 entités ne sont pas sur le même pied d'égalité. Ils n'ont pas la même souveraineté.
Ils n'ont pas le même pouvoir. Mais on vous accuse, comme ce régime... On vous accuse aussi de parler au nom du peuple togolais. Comme ce régime confisque le pouvoir par la force, eh bien, il se croit tout permettre. Mais c'est une grosse méprise. C'est pour ça que nous devons tous, nous politiques, vous journalistes, y compris ceux qui dirigent ce pays, nous devons tous comprendre que c'est le peuple qui est souverain. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple veut que les choses changent dans le pays. Le peuple veut qu'on ait une alternance à la tête de l'État. C'est à ça que nous œuvrons. Et c'est ça l'objectif que nous sommes en train de poursuivre pour pouvoir asseoir au Togo un espace de liberté et un espace de démocratie. Donc, vous comprenez que si les gens qui sont les tenants du pouvoir aujourd'hui n'ont pas intégré ce principe-là, il est extrêmement difficile d'avoir une solution à travers un dialogue. Tant que nous ne réussirons pas à leur faire comprendre ce fondement de la démocratie, eh bien le dialogue ne sert strictement à rien. Parce que les gens viennent au dialogue simplement pour trouver les articulations qui vont leur permettre de conserver le pouvoir. Comme ça a été toujours le cas depuis les 26 premières occasions de dialogue qu'on a eues dans ce pays. C'est pour ça que tout le monde, en tout cas, et pour ce qui me concerne, et une grande partie du peuple togolais, nous étions sceptiques quant à leur volonté de donner une solution aux Togolais à travers ce dialogue. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est en train de se demander, mais où est-ce qu'on va? Combien de temps ça va durer? Vous pensez que les Togolais vont accepter de traîner les pieds comme ça et on se réunit un jour, 2 jours, on attend un mois, on se réunit un jour, on attend encore un autre mois. Les Togolais ne vont jamais tolérer cette situation-là durablement. Et c'est par rapport aussi à l'agenda du facilitateur. C'est par rapport, soit à l'agenda du facilitateur, mais les Togolais sont impatients parce qu'ils attendent depuis longtemps. Oui, mais ça fait déjà 3 rondes de discussion. Mais apparemment, on ne voit rien venir. Mais c'est pour ça qu'il faut changer d'approche. Et quelle est la nouvelle approche? Il faut, je le disais tantôt, il faut accentuer la pression sur ce régime. On ne peut pas espérer, connaissant ce régime, leur mode de fonctionnement, leur mode de pensée, on ne peut pas espérer rentrer dans un dialogue comme on rentre dans un gala et ressortir gaiement avec toutes les solutions au bout de la main. Ce ne sera pas une approche réaliste. L'approche réaliste, eh bien, c'est de parler avec eux comme nous sommes en train de le faire, mais c'est parallèlement à cela, exercer suffisamment de pression pour que les gens ne pensent pas que la détention de l'arme, des armes du pays sont une occasion, une opportunité de les retourner contre les citoyens togolais. Il faut que nous leur fassions comprendre que la violence ne peut pas leur donner tous les droits dans ce pays. Et si c'est par ça, et uniquement par ça, qu'ils espèrent continuer de confisquer le pays, le pouvoir dans le pays, en ce moment-là, il va falloir qu'il passe sur le cadavre de tous les Togolais. Alors, revenons à ces aspects du dialogue, notamment liés au retour de la Constitution. Lors de la dernière sortie médiatique de la coalition des 4 partis politiques de l'opposition, alors vous nous avez dit que vous avez fait d'autres propositions qu'on a versées au cadre de discussion. Et apparemment, la coalition de l'opposition a revu un peu l'approche du retour à la Constitution de 92. Parce qu'on a eu à dire que le facilitateur a demandé comment est-ce que l'opposition compte revenir, ou quel est le mécanisme de retour à la Constitution de 1992. Et vous avez fait d'autres propositions en reprenant certaines parties. Et voilà, vous avez reversé ça à la table de discussion et apparemment, je crois que c'est votre nouvel type de proposition aujourd'hui, si on a bien compris. Alors, vous n'avez rien compris. Donnez-moi l'occasion de vous expliquer. Allez-y. Vous savez, nous avons clairement, d'une seule et même voix, au sein de la coalition, porté nos revendications. Il figure en bonne place le retour à la constitution originelle de 1992, le vote des Togolais de la diaspora donc, et le déverrouillage des institutions de la République qui sont aujourd'hui complètement inféodées à l'exécutif. Voilà des éléments
clé de la plateforme que nous avons présentée. Je peux vous dire que à l'heure où nous sommes en train de parler, rien n'a changé. Vous savez, on a beaucoup diffusé dans les médias que la coalition n'aurait plus que l'intention de défendre 5 articles dans la Constitution. C'est une profonde méprise. La coalition n'a jamais parlé de 5 articles. En revanche, ce que je vais vous préciser, c'est que il y a eu un moment où il a fallu expliquer aux facilitateurs les fondements, les fondamentaux de notre Constitution. Parce que n'oublions pas que le facilitateur est certes un frère, mais c'est un Ghanéen, il n'est pas togolais. Il n'a pas nécessairement tous les détails des choses qui nous concernent à l'esprit. Donc, nous avons eu l'occasion de lui expliquer les fondamentaux de cette Constitution et pourquoi nous nous battons pour cette Constitution-là. Et c'est comme ça que nous avons relevé 5 points qui représentent les bases, les fondamentaux de cette Constitution. Voyez-vous? Donc, il ne s'agit pas de fermer les yeux sur ce que le peuple togolais demande. C'est pour ça que nous devons vous faire comprendre clairement que les revendications qui sont les nôtres, la volonté de l'alternance, strictement rien n'a changé. Nous avons toujours prôné la nécessité de passer à une phase de transition. Ce n'est pas nouveau, on l'a toujours dit. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment insisté sur ce point-là. Ce que nous allons faire et refaire encore pour que tout le monde comprenne. Et en définitive, quelle est la situation que nous vivons actuellement? Il y a d'un côté un peuple qui dit « Nous voulons une alternance maintenant ». Ça veut dire « Nous voulons le départ du chef de l'État sortant ». Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre côté, nous avons un régime qui dit « Non seulement nous ne partirons pas dans l'immédiat, mais nous resterons jusqu'en 2020 et pour mettre une cerise sur le gâteau, en 2020, nous allons encore présenter le même candidat à une éventuelle élection présidentielle. » Voilà les deux choses qui sont face à face aujourd'hui. Et c'est ça que les Togolais doivent comprendre. C'est ça que tous ceux qui sont intéressés par la crise togolaise doivent comprendre, que le peuple veut une chose, un départ immédiat du chef de l'État. Et de l'autre côté, le régime dit « Je ne pars pas maintenant, je ne partirai pas en 2020, je resterai au-delà de 2020 et je resterai encore aussi longtemps que possible. » Quand ces deux positions sont mises côte à côte, vous comprendrez aisément qu'il est difficile que le peuple togolais accepte que les choses restent en l'état. Alors, si on comprend bien le tableau des crispations aujourd'hui, ou la position figée des deux partis aujourd'hui, on peut aisément comprendre qu'il serait difficile de trouver un compromis. L'opposition demande le départ immédiat du chef de l'État actuel qui est en poste et qui est dans son mandat. Le pouvoir dit, nous sommes dans notre mandat, nous allons en 2020 et au regard de la situation, rien ne peut nous interdire de nous représenter en 2020. Oui, le peuple togolais, voilà les positions. Le peuple togolais veut l'interdire. Le peuple togolais ne l'en veut plus. Le peuple togolais veut qu'il quitte le pouvoir maintenant. Et ça, je veux bien que quelqu'un vienne me dire que ce que veut le peuple togolais n'a pas d'importance. Vous savez, les marins savent très bien ce qu'on appelle une vague scélérate. Eh bien, si ce régime continue de s'entêter à confisquer le pouvoir par la force, ce sera une vague scélérate populaire qui va les emporter. Et ce sera dommage, parce que ce n'est pas la solution idéale. Je crois qu'il est encore temps que ce régime comprenne que nous pouvons sortir de cette crise de manière très compréhensible pour tout le monde, pacifiquement, à travers une compréhension mutuelle de ce que chacun veut, et en préservant la dignité de chacun, et en préservant l'honneur de chacun. Personne ne veut humilier son voisin. Mais je crois que quand on se dit que ça a toujours fonctionné, la manière dont nous avons opéré, ça a toujours marché, ça nous a toujours permis de rester au pouvoir, les temps ont changé, ils doivent le comprendre. Alors, et les mêmes méthodes ne peuvent pas continuer de produire ce à quoi ils s'attendent. Alors, M. Nathaniel Olympi, je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais. À quoi peut-on s'attendre désormais? Parce que, c'est vrai,
vous allez recourir, ou l'opposition va recourir encore aux manifestations de rue, avec les conséquences qu'on sait déjà, avec son impact socio-économique sur la vie du paisible citoyen. Mais à quoi peut-on s'entendre? Le Togolais n'est pas aujourd'hui dans la paix. Le Togolais ne vit pas en paix aujourd'hui. Parce que la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est aussi de pouvoir se faire soigner dignement. Vous avez vu le Front social, vous avez vu les médecins, vous avez vu les enseignants, tout le monde en a assez de ce régime. Tout le monde souffre de ce régime-là. Alors, chers amis, ne parlez pas de paix. Il n'y a pas de paix actuellement pour les Togolais. Les seuls qui sont peut-être en paix, c'est cette minorité qui jouit des biens du pouvoir. C'est pour ça que quand les gens sont dans le désespoir, qu'est-ce qu'on voit? On les voit prendre des rafios pour traverser la Méditerranée pour aller en Europe. C'est ça, les gestes de désespoir. Et si ce régime continue à fonctionner dans l'aveuglement total, ils vont pousser les Togolais à des gestes de désespoir. Et les gestes de désespoir, ce sont toujours des choses que personne ne peut apprécier. Nous sommes en train d'arriver à des limites supportables. Parce que les Togolais se rendent compte qu'on veut les duper encore une fois. On veut les rouler encore une fois. Mais comme ils ont la conscience de ces choses-là, comme ils ont aujourd'hui parfaitement compris le mécanisme que le régime utilise habituellement pour taire les velléités de contestation, je pense que ça ne fonctionnera plus. En reprenant le chemin des manifestations de rue, alors l'opposition met-elle de côté le dialogue? Nous avons toujours pensé que discuter n'était pas antinomique avec les manifestations. C'est-à-dire, on ne pouvait pas opposer une démarche de dialogue avec une manifestation que le peuple a décidé d'organiser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le facilitateur nous avait demandé avec insistance de surseoir momentanément. Mais personne, même pas le chef de l'État sortant, ne peut décider d'interdire les manifestations. Ils peuvent faire leur gesticulation, ils peuvent écrire autant de correspondances qu'ils veulent, disant que telle ou telle autre manifestation n'aura lieu. Mais vous savez, le jour où la coalition décidera de manifester, eh bien, elle manifestera. Et personne ne pourra l'en empêcher. C'est un droit constitutionnel et aucune volonté, aucune décision qui, même si elle est la nôtre momentanément, ne peut interdire que la coalition puisse manifester. Alors, nous n'avons pas manifesté jusqu'à présent simplement parce que nous n'avons pas voulu le faire. Alors, vous pensez honnêtement que l'opposition, les leaders de l'opposition seront dans les rues et au même moment, ils vont aller à la table de discussion? Ben, vous savez, ce dialogue dont on parle tant aujourd'hui, comment est-ce qu'il est arrivé au fait? Est-ce qu'il est arrivé le 1er août 2017? Est-ce qu'il est arrivé le 2 août 2017? Non, monsieur. Ce dialogue... Oui, c'est parce qu'il est arrivé parce qu'il y a eu une situation de très bien, oui. Très bien. Je suis heureux que vous mentionniez qu'il y a eu une situation. Eh bien, puisque nous constatons que les choses n'avancent pas, retournons à cette situation-là. Ça nous permettra d'avoir d'autres initiatives, peut-être plus heureuses que ce dialogue-là. Tant que nous n'allons pas mettre sur ce régime l'unique moyen dont nous disposons, manifestation de rue, tant que nous ne mettrons pas la pression sur ce régime-là, que personne n'espère obtenir quelque chose. Sinon, ce serait un rêve pieux. Nous n'obtiendrons rien sans la lutte. Nous n'obtiendrons rien sans les manifestations. C'est pour cela qu'il faut y retourner. Mais n'oublions pas que ces manifestations de rue se sont essoufflées avant même le début de ce dialogue. Parce qu'arrivé à un moment donné, la population, vraiment, il y avait une sorte de lassitude qui gagnait les populations. Parce que les gens, tout le temps, allaient dans les rues, tout le temps. Et puis, il y a une sorte de lassitude. Est-ce que vous pensez remobiliser les populations togolaises à laisser leur train-train quotidien pour retourner dans les rues? Est-ce que vous avez pesé là cet aspect de la chose? Mon cher ami, vous êtes jeune, mais j'ai l'impression que vous avez quelque trop de mémoire. Et je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vous renvoie au 3 février 2018. Fermez les yeux et regardez un peu ce qui se passait à Lomé à l'époque.
le monde qu'il y avait dans les rues, le 3 février 2018, c'est une date que je n'oublierai jamais. Parce que j'étais impressionné par le peuple togolais. J'étais stupéfait de voir autant de personnes dans les rues. C'était le jour où les gens étaient à côté de nous en train de faire quoi? Ils priaient, il paraît, le même jour. Ce jour-là, le peuple togolais n'est jamais sorti autant. Vous parlez d'essoufflement? Eh bien, peut-être que vous êtes essoufflé. Mais le peuple togolais, lui, ne l'est pas. C'est pour ça que nous devons repartir sur notre élan, suspendu par ce dialogue-là. Aujourd'hui, nous constatons tous qu'il est temps de reprendre les choses là où nous les avions laissées. C'est parce que la pression n'a pas été suffisante en ce moment-là qu'aujourd'hui, nous n'obtenons pas quelque chose de significatif de ce dialogue. Si la pression avait été ce qu'elle devrait être, peut-être que le dialogue aurait accouché du résultat que nous voulions depuis très longtemps. Nous l'avons compris. Eh bien, il faut reprendre les choses là où on les avait laissées. Alors, est-ce que vous confirmez, M. Nathaniel Olympio, que la coalition de l'opposition sera dans les rues à partir du 11, 12 et 13 avril prochain? Ce que je peux vous dire, c'est que, oui, la coalition a informé le gouvernement de son intention de manifester la semaine prochaine. Ça, c'est l'acte qui est déjà posé aujourd'hui. Et est-ce que maintenant, maintenant, quand on pose cet acte administratif d'information, il y a un processus. Eh bien, le processus va s'enclencher et vous verrez la semaine prochaine. Et vous savez, à chaque fois que la coalition organise une manifestation, nous faisons toujours un communiqué pour informer le peuple togolais. Eh bien, attendez voir ce communiqué et vous verrez comment les prochaines manifestations sont organisées. On sait que le ministère de l'administration territoriale avait échangé un courrier avec la coalition en disant que ce n'était pas opportun ou c'est opportune de faire une manifestation au même moment où il y a le dialogue. Ça veut dire qu'on part sur un principe où voilà, ça risque donc de poser quelques problèmes, les manifestations de l'opposition la semaine prochaine. Eh bien, que le ministre prenne une décision qui supplante la Constitution et on avisera. D'accord? Tant que c'est la Constitution qui autorise les manifestations au peuple togolais, rien, aucun acte administratif ne peut venir s'y opposer. Et toute utilisation de quelque raison que ce soit pour interdire une manifestation, comme ça a été le cas pour la société civile ces dernières semaines, c'est un abus de pouvoir, purement et simplement. C'est une violation des droits constitutionnels des Togolais. Parce qu'aucune décision administrative ne peut venir interdire les manifestations. C'est pour ça que je vous dis tout à fait simplement, mais avec beaucoup de sérénité, que le jour où la coalition décidera effectivement d'être dans la rue, la coalition sera dans les rues avec le peuple togolais. Alors, on sait que ce n'est pas aussi la grande sérénité dans la maison de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition parce que il y a de cela une semaine déjà, on a entendu que eh bien, le Parti national panafricain, PNP, avait décidé donc de partir pour les manifestations et que au niveau des autres membres de la coalition, vous avez rétorqué que non, que ce n'est pas le moment, il n'y a pas un seul parti ne peut pas annoncer des manifestations de rue. Et on a senti que ce n'est pas la grande sérénité au niveau de la coalition. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que c'est réel ou eh bien, vous avez réussi quand même à ternir, à aplanir les divergences au niveau de cette coalition de l'opposition? Alors, il y a 2-3 choses que je voudrais partager avec vous. La première, c'est que nous sommes dans une coalition et l'appartenance à la coalition n'enlève aucune prérogative à un parti que ce soit de faire ce qu'il entend faire politiquement. C'est-à-dire quoi? Si un parti décide d'organiser des activités, et notre mode de fonctionnement le permet au sein de la coalition et personne ne peut s'y opposer. D'accord? Et donc, jusqu'à présent, vous avez constaté que tout ce que la coalition a pu faire, eh bien, nous l'avons fait ensemble. Et il peut y avoir dans notre cheminement des couacs dans notre fonctionnement. C'est tout à fait
des choses qui arrivent, qu'il puisse avoir un couac à un moment donné. Mais ceci n'enlève fondamentalement rien au fait que la coalition demeure soudée face à ce régime-là sur ces points fondamentaux, c'est-à-dire la recherche de l'alternance pour avoir un espace de liberté et de démocratie. Tout cela, eh bien, nous sommes toujours sur le même point avec tout le monde. Il n'y a pas une tentative de musulman d'un parti au sein de la coalition par rapport à ces activités? Je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'au sein de la coalition, il y a un esprit de liberté et que chacun s'exprime en toute liberté sans aucune contrainte. Simplement, les activités qui concernent l'ensemble de la coalition, ces activités sont toujours portées à la connaissance des Togolais par la même coalition et non par un parti identifié. D'accord ? Donc, c'est simplement pour dire que les activités, je vais vous dire par exemple, nous avons réengagé nos programmes de formation, par exemple. Bien entendu, c'est une activité du Parti des Togolais. Nous l'avons fait samedi dernier. Samedi prochain, nous faisons encore une autre formation sur la Constitution de 92 et pourquoi nous voulons que cette Constitution revienne. Quels sont les arguments qui vont contre ce retour de la Constitution et quels sont les arguments qui vont pour le retour de cette Constitution. Donc, nous continuons nos activités et comme tous les partis politiques continuent leurs activités. Simplement, comme je le disais, les activités qui impliquent la coalition dans son ensemble, ce sont les activités que la coalition annonce à travers des communiqués ou des conférences de presse. Alors, on le voit bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Le peuple togolais attend de voir un peu ce que ce dialogue va sortir donc comme conclusion pour une sortie de crise. Alors, au niveau de la coalition de l'opposition, est-ce que vous êtes prêt véritablement à vous y engager pour une sortie de crise? Quelle est votre solution réelle pour cette sortie de crise? Est-ce que vous voulez aller je ne sais pas, est-ce que vous voulez aller au front avec le pouvoir? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui est-ce que vous êtes prêt à aussi faire des concessions au niveau de la coalition pour qu'on puisse sortir de cette crise-là? Nous avons montré notre bonne foi dès le départ en acceptant de surseoir aux manifestations. Oui, mais vous l'avez fait. Il ne faut pas le minimiser. Non, vous l'avez fait, mais... C'est une preuve de bonne foi. Mais nos amis en face, ils n'ont montré aucune bonne foi. Il n'y a plus d'autres concessions à faire. Il n'y a eu que de la fourberie. Il n'y a eu que des actes pour tromper le peuple, pour duper les Togolais. Mais on ne peut pas durablement fonctionner comme ça et espérer que la coalition va simplement servir sur un plateau d'argent et la confiscation du pouvoir que le régime est en train de chercher à faire. Nous ne pouvons pas offrir cette confiscation à ce régime. C'est pour ça que nous nous y opposons. Et nous avons voulu nous engager, on a accepté de s'engager. Et nous l'avons fait volontairement, engagé dans ce dialogue. Mais nous constatons que ce dialogue devient un espace pour nous duper. Ça devient un espace pour gagner du temps. Je ne sais même pas sur quoi ils veulent gagner du temps. Un jour de plus au pouvoir, 2 jours de plus au pouvoir, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce que nous voulons faire du Togo. Et ce que la coalition veut faire du Togo, c'est d'y créer un espace de liberté. C'est d'y créer un espace de démocratie. Et toutes les composantes de la nation doivent jouer leur partition. Toutes les composantes doivent jouer leur partition. Et c'est ce qu'on attend de chacun. Que ce soit le régime, que ce soit la coalition, que ce soit la société civile, le peuple togolais, les forces de sécurité et de défense, que tout le monde joue sa partition pour que le Togo puisse devenir l'espace dans lequel chacun pourra s'épanouir. Alors j'ai une question importante à vous poser. Quel rôle vous pensez que l'armée peut jouer pour cette sortie de crise-là aussi? Alors, c'est une question qui est importante. Elle arrive à la fin de l'émission, donc je vais faire court. La première chose que je voudrais dire, c'est que l'institution militaire au Togo est peut-être la seule institution au Togo organisée, qui fonctionne selon les règles qui sont les siennes.
contrairement à toutes les autres institutions. Il faut que les Togolais aient ça à l'esprit pour que cette institution-là, elle ne soit pas bousculée, qu'elle ne soit pas déstabilisée. Il faut au contraire que nous donnions à cette institution ses objectifs clairement définis pour faire face aux menaces actuelles. Et elles sont nombreuses. Elle est quand même apolitique. Il faut à côté de cela que nous donnions à cette institution militaire les moyens de sa mission à travers les équipements adaptés, à travers la formation des hommes et des femmes qui travaillent dans cette institution-là. Il ne faut pas, bien sûr qu'il y a, comme dans tout le peuple, dans toutes les composantes de la nation, bien sûr il y a une minorité qui fonctionne de manière antidémocratique et qui tire bénéfice de la situation de dictature qui existe dans le pays. On ne peut pas le nier. Mais une fois que ce constat est fait, il faut préserver l'institution militaire pour que demain, il puisse avoir, après l'alternance, nous puissions garantir la stabilité du pays, que nous puissions garantir la paix dans le pays. Nous devons traiter ces sujets avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'intelligence. Mais, une fois que tout cela est dit, eh bien, comme toutes les autres composantes de la nation, les forces de sécurité et de défense, l'institution militaire a son rôle à jouer dans la situation que nous vivons. Merci, M. Nathaniel Olympio. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais. Merci d'avoir décrypté l'actualité sociopolitique avec nous aujourd'hui dans cette émission 1 heure de vérité. Merci à Francis Daï pour la mise en onde de cette émission. À mercredi prochain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.